Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue dans cette émission Avec ou sans caféine. Alors, j'ai un invité très spécial avec moi aujourd'hui. On va avoir différents invités, mais j'introduis cette émission avec Bonhomme. Alors, Bonhomme, comme vous le savez, plusieurs d'entre vous le savent déjà, est dépourvu de cordes vocales. Donc, il n'a pas le moyen de s'exprimer, malheureusement, parce que pourtant, il y en a de la publicité quand le carnaval a lieu à Val d'Espoir. Et c'est justement là où on s'en va pour vous parler, Bonhomme et moi, de Val d'Espoir. Alors, c'est un bien beau nom, en effet, mais c'est aussi un village qui, aujourd'hui, se bat pour apporter une vision des choses différentes. Alors, j'ai préparé une série d'émissions sur Val d'Espoir avant de terminer la saison, parce que vous le savez d'ailleurs, cette semaine, ou déjà je crois depuis la semaine passée, les émissions originales de TVCGR sont mises à off pour la saison estivale. C'est-à-dire que vous allez avoir de la rediffusion, du babillard, mais pas d'émissions originales, en tout cas pour les nouvelles. Alors, du coup, Avec ou sans caféine continue encore pour 2 ou 3 semaines. L'autre côté du miroir aussi, ne manquez pas nos émissions. Et puis, on reviendra encore plus en forme, gorgé de vitamine D pour le mois de septembre, une fois qu'on aura fait nos timbres. Voilà. Et puis, donc cette série d'émissions, pourquoi parler de Val d'Espoir, Pourquoi pas, me disait Bonhomme aussi. Eh bien, je pense que les gens doivent savoir ce qui s'y passe, et non seulement les gens qui sont à l'extérieur, bien sûr, c'est pour informer, mais aussi les gens qui sont à l'intérieur, parce qu'on entend beaucoup parler de Val d'Espoir lorsque Bonhomme arrive ou que Fred la Marmotte sort son museau. Mais qu'en est-il des projets qui peinent à sortir dans les médias, car cela n'amuse personne. Je n'ai rien contre toi, Bonhomme, mais alors suivez-moi bien, prenez votre café et nous allons vous emmener, moi et Bonhomme, dans les recoins d'un village qui cherche à sortir la tête d'un système malheureusement un peu trop déséquilibré, corrompu et individualiste. Bref, enfin, construire un monde différent et peut-être mettre une lueur d'espoir dans un océan d'ignorance et d'aveuglement. Bon, je fais ma chronique, j'en profite, voilà. Alors, je vous parle, moi, personnellement, pas comme Bonhomme, lui qui est là depuis longtemps, mais moi comme nouvel arrivant, comme personne qui commence seulement à voir l'ampleur des défis que tous les projets existants ou en cours de naissance jaillissent depuis plusieurs années à Val d'Espoir. Et cela vaut la peine d'en faire plusieurs émissions, car comme vous allez le voir, ce sont pas les idées qui manquent. On a essayé de répertorier les projets qui sont en cours et qui rayonnent un peu en dehors des frontières de la Gaspésie et qui ne sont pas forcément relayés par les médias. Et puis vous allez comprendre pourquoi tout au long de ces 2 ou 3 émissions que l'on va faire. Alors pour essayer de structurer tout ça, pour essayer de pas trop oui, alors j'ai non seulement écrit un texte, mais j'ai aussi essayé je vais vous citer quelques exemples représentatifs de ces projets en cours qui peuvent changer la face du monde. Rien que ça. Alors, ne vous choquez pas si j'en parle de manière un peu sarcastique, mais c'est le but de l'émission, car vous allez le voir, tous ces projets peuvent être amenés à disparaître. Et là, je joue sur l'émotivité et la sensibilité. Bonhomme ne pleure pas. Donc, ils sont voués à disparaître si la population n'embarque pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va développer ça plus tard. En fait, je peux quand même spécifier que ça veut dire que tout ce qui se crée, tout ce qui se passe, comme dans beaucoup de projets qui n'ont aucun intérêt financier, qui n'apportent pas de bénéfices à outrance ou qui ne représentent pas pleinement le système lui-même, eh bien, ces projets ne peuvent être durables que si seulement si la population s'en imprègne. Et il faut que la population s'en approprie. Et bien ça veut dire dans le fond bénévolat, gratuité, don, du temps. Bonhomme, il en sait quelque chose. S'il pouvait s'exprimer, il vous le dirait. Mais bon, il ne peut pas. Alors, on va parler d'autonomie alimentaire, de nourriture locale, saine.
On va parler d'école alternative. Alors ça, c'est un gros dossier et on a décidé d'y consacrer une émission juste à ce sujet-là. On va avoir des entrevues, alors ça sera la semaine prochaine. Plusieurs entrevues, vous allez avoir, on veut essayer de donner un peu l'heure juste, surtout du côté des parents, car vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez lu dans les journaux, sûrement que oui, dans le journal Le Havre, il y a eu un article où ça spécifiait qu'il y avait un sursis jusqu'en 2015, donc c'est la commission scolaire qui donne, j'aime bien le terme grâce, une période de grâce à Val d'Espoir de 2 ans. Mais vous allez voir que dans cette émission la semaine prochaine, que rien n'est gagné, et bien au contraire, la bataille forte, comme ils disent, ne fait que commencer. Et suite aux entrevues qu'on a déjà commencées, puis en tâtant le pouls de la population, ce qu'il en ressort, dans le fond, la déception, c'est qu'apparemment, la commission scolaire qui est censée représenter les gens, la population, eh bien, cette commission René Lévesque, les gens de Val d'Espoir ignorent et aimeraient savoir quels objectifs ou quelles causes ils servent. Mais le projet n'en est en aucun cas soutenu par les premiers concernés, c'est-à-dire la directrice de l'école, les professeurs en place, la commission scolaire elle-même, apparemment ne veulent pas que ce projet aboutisse. Alors retenez bien cette phrase, ils ne veulent pas que le projet aboutisse. Alors c'est déjà une première conclusion que nous tirons en préparant l'émission d'enquête de la semaine prochaine. Vous ne vous en doutez peut-être pas pour la plupart, mais ce projet en est rendu là où il est, pour faire bref là-dessus, parce qu'il y a un groupe de parents qui a décidé de former un comité pour se battre, faire le travail qu'aurait dû faire l'école elle-même, donc la directrice Nathalie Meunier, le comité d'établissement, la commission scolaire elle-même. Mais si une poignée de personnes n'avait pas réveillé la population, l'école aurait pris le même chemin que celle de Percé, c'est-à-dire fermeture. Sans concertation aucune. Les gens qui m'écoutent et qui sont parents de Val d'Espoir, vous avez été invités à plusieurs réunions d'information. On vous a même, je pense que ce comité a offert des DVD, a fait des réunions pour expliquer c'était quoi une école alternative. Ils ont même fait appel à la CIRAD qui a fait une étude indépendante pour voir un peu qui, dans les parents concernés de cette école, étaient pour, contre. En tout cas, ils ont apporté une pile de dossiers et puis ça n'a pas suffi, bien sûr, à mettre de côté ce projet-là. Alors, ça fait rêver une école alternative. Beaucoup de gens à Val d'Espoir veulent qu'elle voie le jour, mais personne ne se manifeste. Donc, en fait, il va falloir que vous tous, chers parents, là, qui nous écoutez, et même ceux qui voudraient mettre leurs enfants dans cette école, qui offre un système d'éducation basé sur d'autres valeurs, un peu alternatifs, on en reparlera plus la semaine prochaine, vous devez vous manifester, et sachez que si vous appelez à l'école directement, vous êtes accueillis par du personnel qui est un peu contre le changement, ça faut le dire, vous allez le voir la semaine prochaine. Mais faites-le quand même, parce qu'il faut que, si vous voulez en tout cas que votre enfant aille dans une école alternative, qui est censée ouvrir ses portes en septembre 2014. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, il faut qu'il y ait une mobilisation téléphonique, il faut que vous fassiez entendre votre volonté, inscrivez vos enfants. Et pour ceux qui n'ont aucune idée de c'est quoi une école alternative, eh bien, regardez l'émission la semaine prochaine. Voilà, c'était pour faire une parenthèse de ce qui nous attend la semaine prochaine. Alors revenons à nos moutons de tout à l'heure, parce que je ne veux pas trop m'égarer. On va garder l'école pour la semaine prochaine et je vais vous présenter un reportage très idyllique sur l'implantation des potagers dans le village de Val d'Espoir. Il avait été diffusé, je pense, en printemps, l'automne dernier. Mais je vous l'apporte à nouveau et puis, en fait, je veux vous emmener sur une réflexion alimentaire et comment bien se nourrir, que ça peut s'apprendre dès le plus jeune âge et que le transfert des connaissances à nos plus jeunes assurera une génération future avec ces mêmes valeurs. Donc voilà, on vous présente, Bonhomme et moi, ce reportage des potagers éducatifs à Val d'Espoir.
Bonjour, je m'appelle Karen Golden. Bienvenue au Petit Potager des enfants. Même si on reste dans une région rurale, il y a vraiment eu une érosion des savoir-faire agricoles. Les gens ne savent plus comment cultiver, produire leurs propres légumes. Je crois que c'est vraiment fondamental que les enfants redécouvrent, dans le fond, se rapprochent de la source de leurs aliments. De un, pour manger des aliments plus naturels, plus sains. Puis aussi, découvrir quelque chose qui est tellement précieux, cette connexion-là, ce lien-là qu'on peut avoir avec la terre nourricière, hein, parce que c'est de elle que proviennent ces bons légumes que l'on mange. Une grosse courgette. Grosse. Vraiment grosse. Un oignon. Des brocolis. Un cornichon. Basilic, des bonnes tomates, des soucis, petits pois, des petites carottes, du persil, une rose, beurre de pois écorché. Tu vas l'enlever doucement en prenant bien soin de ne pas briser les racines, hein, comme j'ai fait. Puis après ça, il faut bien pousser autour. Parce que s'il y a de l'air, là, l'air, ça peut faire que la racine assèche. Qu'est-ce qu'on a fait après les avoir transplantés? On les a bien pour être sûr qu'ils reprennent. On a désherbé aussi, hein? Lors des activités, on part vraiment à la découverte du potager avec nos 5 sens. Hein? Donc, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Donc, les enfants vont semer la graine, ils vont entretenir la plante potagère. Ensuite de ça, ils vont récolter le légume et puis ils vont le cuisiner. Et puis ça, pour moi, ça fait vraiment partie du cycle complet, là. Donc, qui va laver la salade? Parce que laver la salade, ça sera pas long. Après ça, il va y avoir d'autres choses à faire aussi. Toi, tu veux préparer la vinaigrette? OK. Dans ce bol-là. Non, pas tout. Tu peux juste l'arranger. Les blancs sont pas si chauds, par exemple. On commence ça. Oui. On les laver. Là, c'est la veille qui est mais c'est sans blanc. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire la recette? Le goût, c'est vraiment fondamental parce qu'on assiste vraiment à une standardisation du goût dans notre société. Les plats cuisinés à l'épicerie, les légumes ont toujours le même goût, c'est toujours les mêmes variétés. Tandis que quand on vient au potager, on goûte le terroir, on goûte des variétés différentes de légumes qui ont des goûts différents. Et puis ça permet vraiment de s'ouvrir. Il y a les parents qui viennent souvent me dire aussi « Ah, je connaissais pas tel aliment, je connaissais pas tel légume. » Ils vont me poser des questions « Comment est-ce que je le cuisine? » Les parents aiment aussi apprendre à jardiner au même titre que les enfants. Je trouve que c'est vraiment une activité intergénérationnelle. Jusqu'à présent, on a 4 milieux, donc un potager village à Barachois, un ici à Val d'Espoir, un au centre de plein air La Souche, et puis le dernier se trouve à la base de plein air Bellefeuille. Donc si vous souhaitez implanter un potager éducatif dans votre secteur, vous pouvez faire appel à Produire la santé ensemble. Ça nous fera plaisir de vous soutenir dans votre démarche.
l'année prochaine. Ah. Alors de retour avec moi sur le plateau, Bonhomme a dû nous quitter parce que déjà parce qu'il avait trop chaud, il fait chaud ici, mais maintenant on est de retour avec Fred. Fred, la marmotte, malheureusement qui lui, il est en possession de ses cordes vocales, mais il n'est pas capable de s'exprimer, il ne sait que siffloter. Hein, vous voyez comme quoi on est représenté par Bonhomme qui ne sait pas parler, Fred qui ne sait que siffler, et c'est une des raisons peut-être aussi pourquoi les médias ne rapportent pas. Voilà, à part faire siffler, faire des signes de la main, c'est difficile de pouvoir rapporter ce qui se passe réellement à Val d'Espoir. Alors on s'est dit, dans l'émission Avec ou sans caféine, de donner un peu le ton de ce petit coin de pays, l'arrière-pays dans le fond, qu'est Val d'Espoir. Alors le reportage que vous venez de voir, il ouvre la porte à une possible future alimentation autosuffisante, saine, équilibrée. Alors c'est vrai que c'est idyllique, hein, les images qui sont rapportées, mais c'est surtout dommage que l'on arrive à croire que ce n'est pas possible. C'est souvent ce qu'on entend un peu. Je survole d'autres exemples enclenchés par la communauté elle-même. Là, vous avez déjà sûrement entendu parler du moulin à farine, des récoltes de céréales à Val d'Espoir, des jardins communautaires. Il y a un café du village qui a ouvert ses portes cet hiver, un four à pain qui s'est bâti, qui va se terminer ce printemps. Il y a des citoyens qui donnent des terres au prix où elles sont quasiment données pour que des familles s'y installent, etc. Tout cela représente bien l'énergie actuelle qui règne dans le village, mais qui est encore fragile car c'est des projets qui sont souvent soutenus souvent par un même noyau. C'est pas forcément ça qui est négatif, mais que si la population n'embarque pas, c'est ça et qu'elle ne croit pas forcément dans ces projets vont s'user avec le temps et sont voués à disparaître. Moi, ce qui m'interpelle dans cette situation, c'est que ce combat qui est mené contre une façon de vivre, hein, c'est un peu ça, ou plutôt qui est, pour être positif, c'est être créatif face au système et proposer des alternatives, eh bien cela rayonne et attire des gens, même si ces projets sont nouveau-nés. J'en parle un peu en connaissance de cause, parce que moi je suis arrivé il y a à peu près moins d'un an de cela, à cause justement du rayonnement de ce village à la grandeur de la Gaspésie. Et pour conclure sur ce point, si vous prenez le temps d'aller tâter le pouls de la population, ce que n'a pas fait la commission scolaire, juste pour en glisser une, eh bien vous vous rendez compte que c'est effectivement la place pour cela. Les gens veulent que ça change, les médias vont parler de Fred jusqu'à Montréal, certes, mais vous ne verrez pas l'information parallèle relayée. C'est-à-dire que l'objectif de plusieurs de ces... en fait, c'est ça, c'est l'objectif de plusieurs de ces habitants. Comment on pourrait spécifier ça? Un monde meilleur, voilà. Détacher un peu de la dépendance, qu'elle soit nourricière, éducative, voire même dans le style de vie. Alors moi, je tire mon chapeau à tous ces gens qui y croient. Je vous propose de suivre ces émissions sur ce village, car vous ne verrez... vous allez voir tranquillement où je vous emmène dans ce monde, mais aussi que vous ayez conscience de la fragilité de ce nouveau monde et que plusieurs ne veulent pas forcément qu'il voie le jour. Et je ne parle pas que de la commission scolaire. Mais on va prendre le temps la semaine prochaine de parler de l'école, et d'ici là, je vous invite à venir rencontrer les gens de Val d'Espoir. Pour ceux qui le savent, il y a un conseil de village tous les derniers mardis du mois. Non, ce n'est pas avec les conseillers ni les maires, c'est vraiment la population qui se rassemble au café pour discuter, échanger des projets en cours, des problématiques et comment on peut pouvoir s'entraider. Il y a aussi samedi prochain, le 4 mai prochain, là, il y a un 5 à 7 pour l'ouverture officielle et présentation du café, l'horaire d'été du café du village. D'ailleurs, ce café, pour ceux qui le savent, il offre déjà, pour ceux qui ne le savent pas, offre depuis déjà plusieurs mois des activités et des formations comme des cours de danse, des cours de mécanique, des ateliers parents-enfants, etc. Et c'est à la Corporation des Sports, pour le situer physiquement, à Val d'Espoir. Et d'ailleurs, ça c'est un bel exemple de cohabitation entre deux organismes.
Fred, qui m'accompagne depuis tout à l'heure, lui, il avait prédit un printemps tardif, et puis voyez que depuis 2 jours, en tout cas depuis qu'on tourne cette émission, on a des belles températures, du soleil et des températures chaudes. Donc, je vous invite à suivre cette série qui commence cette semaine. La semaine prochaine, on va avoir d'autres reportages un petit peu plus complets, mais qui va toucher uniquement l'école, l'avenir de l'école de Val d'Espoir. Parce que ça vaut la peine de donner la parole un peu de ce que les parents pensent en ce moment ou déjà où est rendu ce projet et quelles énergies ils ont dû mettre pour en arriver là. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez, je vais dire, je vais employer des termes, là, pas forcément inhumain, mais l'énergie investie pour juste avoir permis ce sursis de 15 ans jusqu'en juin 2015 est une vraie joke, j'allais dire, de la part de la commission scolaire de sortir ça, alors que justement il y a une forte volonté. Et j'inviterai les gens d'ailleurs, et puis on va surtout en insister la semaine prochaine, à se manifester, d'appeler pour si vous avez une quelconque des questionnements aussi, mais surtout si vous voulez que votre enfant fasse partie du jeu. Voilà. Pour ma part, c'est tout cette semaine. Vu que le plateau des nouvelles est fermé là, pour la saison estivale, nous allons vous passer une entrevue pour terminer cette émission de Mirko, qu'il a donnée avec la préfète Diane Le Boutillier, sur la manifestation qu'il y a eu à Montréal pour l'assurance emploi ou l'assurance chômage. Est-ce que les gens s'assurent pour le chômage ou les gens s'assurent pour l'emploi? C'est une bonne question. On avait fait une émission là-dessus, effectivement, sur l'assurance chômage ou l'assurance emploi. Ça dépend de quel banc on le regarde. Effectivement, il y en a sûrement qui s'assurent pour avoir le chômage, et il y en a qui s'assurent pour garder un emploi. Donc, je vous laisse sur cette entrevue-là. Alors, à l'inverse, c'est une entrevue qui est donnée par Mirko et qui est là pour... on donne la possibilité d'être là dans l'émission avec ou sans caféine, mais les propos tenus forcément dans ces entrevues ne sont pas forcément soutenus par l'émission avec ou sans caféine. Et à l'inverse, vous comprendrez que les opinions qui sont énoncées dans cette émission ne sont pas forcément portées par la télé communautaire elle-même, mais juste par le chroniqueur lui-même. Voilà. Et toute l'équipe qui travaille bien sûr en arrière de tout ça. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Il va y avoir des rediffusions de l'émission de l'autre côté du miroir, des émissions qui sont passées peut-être plus en début de saison pour éviter trop de répétitions. Et vu qu'il reste à peu près 3 semaines, je crois, de ces 2 émissions, je pense après, on va voir comment ça se passe, mais il va y avoir des rediffusions. On va essayer de trouver des reportages qui ont cours, surtout pour la semaine prochaine, essayer de vous informer sur c'est quoi une école alternative. On est juste en train d'attendre les droits de diffusion pour que vous ayez vraiment un complément d'information sur ce sujet. Alors si le fait d'avoir distribué des DVD directement chez les parents concernés, d'avoir invité la population, d'avoir invité M. Nicholson, qui est d'ailleurs venu, il a fait 2000 km hier pour venir assister au conseil d'établissement à Val d'Espoir qui a eu lieu lundi soir, là, au moment où on enregistre cette émission. Et donc, pour venir justement appuyer, et en fait, il l'avait dit dès le départ, ça allait être un combat. Lui, ça fait 30 ans qu'il est là-dedans, et à chaque fois, c'est un combat, David contre Goliath. Donc, ça représente bien déjà un peu cette optique des commissions en général qui peinent à ce que ces projets-là aient cours dans leur milieu. Ou bien tout simplement se développent dans leur cours. Voilà. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut Fred. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Et puis, longue vie au changement, à la différence. Et puis, longue vie à Val d'Espoir. Eh bien, mesdames, messieurs, je reçois maintenant en studio Madame Diane Le Boutillier, préfète de la MRC du Rocher-Percé.
Elle vient discuter avec nous aujourd'hui d'une fin de semaine très importante dans l'histoire de la MRC Rocher-Percé, une activité très importante qui avait lieu à Montréal, une manifestation contre la réforme de l'assurance emploi. Alors, bonsoir, Mme Diane. Bonsoir. Fin de semaine assez haute en couleurs. Haute en couleurs, très chargée, très chargée. C'est ça, on est allé manifester le 27 mai contre la réforme de l'assurance emploi. Faisons peut-être un bref historique là, de comment le tout s'est organisé, parce que là, on a un but bien spécifique lors de l'ensemble des manifestations que nous faisons depuis déjà quelques mois, c'est d'arriver à la combattre, cette fameuse réforme qui va avoir des conséquences catastrophiques sur notre territoire. Oui. Et là, il y a vraiment eu une belle mobilisation et un beau geste de solidarité, même au niveau des syndicats. Oui, c'est ça, mais tu sais, on avait déjà parlé, Mirko, que vraiment le début de toute cette démarche-là, ça a commencé dans Rocher-Percé, où était présent M. Philippe Tourne, Gaétan Cousineau, où moi j'étais présente, puis où on dénonçait la réforme. Puis de cette rencontre-là, ça a fait du chemin. Il y a eu une table de concertation de la Gaspésie qui s'est formée avec des représentants du secteur des pêches, secteur de la forêt, du secteur touristique, des élus aussi qui font partie de la table. Puis de la table de concertation de la Gaspésie, les gens nous regardaient un petit peu en dehors, puis s'est formée la table de l'Est, la coalition de l'Est, qui regroupe le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick. On entendait parler que ça commence aussi à bouger à l'île du Prince-Édouard, à Terre-Neuve. Puis, à partir de la table de la coalition de l'Est, s'est formée une table au niveau provincial où tous les syndicats ont été mis à profit. Ça fait on voit là, que le mouvement a pris de l'ampleur. Les gens en ville ont constaté aussi qu'eux aussi pouvaient être aux prises avec des problèmes d'assurance-emploi, que ça ne concernait pas seulement les régions. Quand on regarde, tu sais, il y a des professeurs qui remplacent dans les écoles, il y a des gens dans le milieu artistique, ce ne sont pas des gens qui travaillent 12 mois par année, même tous ceux qui font l'entretien du matériel, là, fait que des caméras et tout ça. Puis, ce qui a été décidé, c'était que le 27 avril, il y allait avoir une manifestation de tout le Québec à Montréal. Pourquoi le 27? Parce que c'est la journée des travailleurs le 28 avril. Donc, on voulait, là, c'est l'événement, là, voulait rassembler ça. Fait qu'on est parti, il y a 3 autobus qui sont partis de la Gaspésie. Je te dirais, de la région de l'Est, c'est 15 autobus en tout. Fait que 3 autobus de la Gaspésie. Puis, on a quitté, nous, vendredi soir, le 26, à 10h30. Les autobus partaient, là, c'était des autobus de Cailly-les-Coutures. On partait du Coq-d'Or à Grande-Rivière pour se rendre à Montréal. Fait que nous sommes arrivés à Montréal samedi matin à 12h15. Ce fut toute une nuit. Puis, la manifestation commençait à 1h. La coalition de l'Est avait demandé aussi à ce que ce soit moi là, qui soit porte-parole là, pour la région de l'Est. On était bien organisés, les gens ont fait ça, là, ça a vraiment été là, exceptionnel. Je te dirais, c'était impressionnant, grosse manifestation avec... puis heureusement qu'il y avait tous les syndicats étaient en place. On parle SFPQ, CSN, FTQ et tous les autres, là, parce on était 24 personnes qui prenaient la parole à Montréal, là, à la place des festivals, juste là, à côté de la place des Arts. Là. Donc, à partir du moment où vous êtes arrivé là, est-ce que c'est à partir de là que la marche a débuté? La marche a débuté. Oui. Il y avait 2 manifestations. Une qui partait des gens de l'Est. Oui. Fait que je te dirais qu'en chemin, on a rencontré des autobus de Montmagny, des autobus qui venaient là, de la Côte-Nord. Et puis, il y avait une autre manifestation qui partait de l'ouest de Montréal. Puis, les 2 manifestations se rejoignaient. Pour arriver, là, on faisait après marche commune, là, je te dirais, pendant peut-être une dizaine de minutes là, pour arriver là, à la place des festivals. Ce qui nous a été dit, c'est qu'il y avait entre 55 000 et 60 000 manifestants. Ça a été très pacifique, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécurité. Et lorsque est arrivé le moment de prendre la parole, vous dites qu'il y avait en tout 24 représentants. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on vit à peu près tous la même réalité? Et encore là, ça a été une solidarité sur vraiment la situation qui se reflète un peu sur, on peut dire, sur l'ensemble du Canada.
Oui, l'ensemble du Québec puis l'ensemble du Canada, parce que les syndicats actuellement ils sont en train là, de faire il va y avoir des coalitions avec les autres syndicats à travers le Canada. Ce qu'on me disait aussi, c'est que ça commence à bouger dans l'Ouest. Fait que dans le coin de l'Alberta, du Manitoba, c'est en train de faire des petits, là, parce qu'on disait, écoutez, ça se peut pas que l'Ouest ne vivent pas de problèmes d'assurance-emploi. Là. Ils ne me diront pas, moi, il y a de l'agriculture au Manitoba au mois de janvier. On ne me dira pas que les centres de ski sont ouverts à l'année dans le parc de Banff. Là, eux autres aussi, là, il y a il y a du tourisme dans l'Ouest canadien aussi, non? Bien, c'est ça, là. Ça fait que... Puis l'assurance-emploi, bien, c'est tout le monde est concerné là, par... fait que... Au niveau des instances politiques présentes sur les lieux, est-ce que la réception était bonne? Est-ce qu'on peut dire qu'on s'en va tous dans le même sens? Oui, on s'en va tous dans le même sens. Je dirais même au niveau, il y a unanimité aussi au gouvernement, tout parti confondu, là, sur l'importance là, de faire front commun contre la loi de l'assurance-emploi. Parce que la problématique de la loi, c'est qu'elle est appliquée de façon uniforme sur l'ensemble du territoire. Et nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est ça, il faut tenir compte des réalités. Puis il y a des milieux, nous, notre secteur, il y a 50 du travail qui est un travail saisonnier. Fait qu'on peut pas pêcher l'hiver, on peut pas faire d'agriculture l'hiver, puis on peut pas couper, il n'y a pas de bûcheron dans le bois l'hiver. Puis l'autre chose aussi qui est particulier, c'est que nous, tout débute, ça, actuellement, on fait avril, début mai. Fait que les gens, là, je vous dirais, là, au mois de mai, là, ça va être pratiquement le plein emploi là, en Gaspésie. Les usines fonctionnent des pêches à plein rendement, la forêt commence, le tourisme commence à s'installer. Ça fait que tout le monde travaille, mais on arrive à l'automne, puis tout le monde termine de travailler pratiquement en même temps. Fait que c'est ce qui fait là, qu'on se ramasse avec une problématique d'assurance-emploi. En ce qui concerne la mobilisation de cette fin de semaine, on peut dire mission accomplie. Oui, mission accomplie. Puis je voudrais vraiment remercier les gens qui ont pris part aux manifestations. Ça a été fait là, de façon avec beaucoup de civisme, beaucoup d'implication. Les gens qui étaient là, les gens y croyaient. On savait qu'on n'aurait pas personne avec nous du secteur des pêches parce que les gens de la pêche actuellement travaillent. Puis ça, là, ça avait été pris en considération dès le départ. Mais toutes les autres personnes qui ont pu venir mettre l'épaule à la roue, les gens l'ont fait. Ça fait que moi, là, c'est chapeau. Beau geste de mobilisation, mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Ça va être quoi la suite à cette manifestation? Dans les suites des manifestations, cet été, on va avoir de l'information qui va circuler dans les différents milieux où on va pouvoir, les gens qui vont dans les hôtels l'été, on va leur laisser de l'information en disant, savez-vous que la personne qui fait l'entretien de votre chambre est un travailleur saisonnier? Et les gens vont aller dans les poissonneries. On sait que chez nous, l'été, les touristes aiment beaucoup les fruits de mer. Fait que les gens qui vont aller dans les poissonneries vont recevoir le même petit carton. Savez-vous là, que le poisson que vous mangez a été pêché par un employé saisonnier et traité par un employé saisonnier. Fait qu'on continue de faire la sensibilisation parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent à l'année qui, eux, se disent, ben oui, mais les gens peuvent déménager, là, mais il faut que les gens soient conscients que les services qu'ils reçoivent, puis qu'ils sont contents de recevoir ces services-là. Puis en plus, nous, on leur permet de passer des belles vacances. Exactement. C'est une richesse. Oui, puis qu'ils prennent en considération que le travail est fait par des employés saisonniers. Exactement. Puis d'encourager ça. Sensibilisation sur la réalité et les conséquences et surtout les avantages que ces travailleurs-là apportent, tant au niveau des services en tant que tels, mais aussi donnent un cachet tout à fait particulier à notre secteur durant la saison estivale. Sans eux, là, on n'aurait pas vraiment pas la même... Puis, je te dirais aussi là, que nous, on espère que M. Harper va comprendre certains messages, mais moi, là, il n'est pas question de lâcher le combat. Il faut continuer, il faut persévérer. On demande à nos jeunes de persévérer à l'école. Même chose au niveau des adultes. On se doit de persévérer dans certains dossiers. Et le fait que la mobilisation s'étende sur la grandeur du Canada, selon moi, là, ça va être majeur aussi pour
comme pression là, au niveau gouvernemental. Donc, la mobilisation se continue. Même, on Oui. va aller même sur de la sensibilisation Oui. au grand public. Oui, oui, au grand public. Puis, on sait que nos gens travaillent l'été beaucoup. Ça fait qu'on s'attend à ce que cet été, au niveau des manifestations, soit un peu plus tranquille. C'est ça, ça va être plus tranquille. C'est pas la façon dont la table de concertation de la Gaspésie puis la table de l'Est voudrait là, fonctionner. Fait qu'on va aller plus avec la sensibilisation, mais on va revenir d'autant plus fort à l'automne. Puis en espérant que peut-être que cet automne, il va y avoir eu des modifications. Puis l'autre chose aussi qui m'inquiète énormément, c'est qu'il y a des gens dans l'autobus qui disaient, tu sais, Diane, là, nous, là, la semaine prochaine, là, c'est notre dernier chèque d'assurance-emploi. Fait qu'on a réussi au courant de l'hiver, avec le regroupement des travailleurs, avec M. Jean-Paul Shannon, à ne pas faire venir des gens de l'extérieur. Fait que pour faire travailler notre monde dans le milieu des pêches. Mais on peut comprendre aussi là, qu'à un moment donné, le secteur devient saturé. Là, fait qu'il y a des gens là, qui, actuellement, là, vont se retrouver sans revenus. Oui. Puis quand on parle aussi de faire un retour à l'école, bien, je vous dirais là, que moi, je ne vois pas nécessairement la pertinence d'une personne qui est âgée de 55 ans et plus, qui a probablement pas un secondaire, de dire, écoute, on va te faire des études, là, tu vas finir ton secondaire. Non, c'est pas nécessairement. Il y a des choses, des fois, là, c'est comme pas logique. Là. Oui, Puis il faut prendre en considération que cette main-d'œuvre-là est qualifiée dans le domaine dans lequel elle travaille. Donc, la bataille se continue, c'est ce qu'il faut retenir et Oui. on lâchera pas on laissera pas tomber facilement. Et si on réussit pas à régler le problème durant la période estivale et que ce qui a été fait jusqu'à maintenant n'aboutit pas, on revient à l'automne en force. C'est ça. Et, Puis il y a quand même, là, le problème, c'est pas les travailleurs. Hein. Vous pas du l'avez tout. répété à plusieurs reprises. Pas du tout. C'est pas les travailleurs qui sont saisonniers. C'est le travail qui est saisonnier, Exactement. puis que les gens se rassurent, c'est pas parce qu'on est en période estivale Oui. que les tables de concertation puis que les gens qui sont impliqués sont en vacances. Il y a du travail qui continue à se faire sur le terrain. Puis on est dans la mobilisation là, sur... ça devient grande pan-canadien. Oui. Bon. Merci d'avoir accepté de venir faire un petit bilan de cette manifestation-là. On peut le dire, c'est la plus grande manifestation Oui. qui a été faite depuis le début Oui. des manifestations. Donc, ça valait la peine là, de faire un petit bilan avec les gens à la maison. Et puis, on garde le contact, nous, comme à l'habitude, pour informer les gens. Et chose certaine, au plus tard à l'automne, on se revoit pour faire encore une fois le point là-dessus. Parfait. Merci. Merci.